Nadia, je vais prendre votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Il est en bonne veille, celui-là. Très bien, super. Je vous rappelle dans un instant. À tout à l'heure. Le casque, c'est que pour les appels téléphoniques. D'accord, très bien. Si vous voulez vous entendre parler, le ton de votre voix, mettez-le si ça vous aide à parler. Non. Et si ça vous gêne, il ne faut pas le mettre. Bien vous approchez. Il va falloir poser vos coudes, sinon vous allez être très fatigué. Oui. Également inutile, c'est de vous dire que nous avons le grand bonheur, on peut dire comme ça, d'être avec Chantal Goya. Chantal Goya est avec Jacques Martin, qui va pour l'école des femmes de Porte tout à fait. Je t'en ai remis encore une, ça dure 1 minute 45 minutes. Non, j'ai inauguré cette émission la première fois. Oui, tout à fait. On est début des années 90. Chantal Goya était venue dans nos anciens Avec une studios. chanson qui s'intitulait à l'époque encore chanter morte. avec Mickey, et c'était la première fois Elle qu'on faisait les nous a parlé de pas mal de choses, d'anecdotes. C'était assez rigolo, c'était assez sympa. Elle était toute jeune. Ah, c'était quoi la question du jour aujourd'hui? L'angle plat. Qu'est-ce qu'un angle plat? Non, le diamètre, la circonférence. Ah, le degré? Oui, degré. 180. 180, je ne savais pas non plus, rassurez-vous. J'ai oublié tout ça. Attends, je l'ai refait avec mon fils. C'est un des rares trucs que je En fait, j'ai une question. C'est, Joyeux anniversaire. je vais expliquer pourquoi est-ce qu'on va échanger ça. On va échanger. Ah ben, on va le mettre sur le... Parce qu'en fait, celui-ci, regardez. Tout au long de cette journée, vous allez retrouver C'est comme tout seul. ça des petites pastilles que vous en d'émissions pensez? qui Ça ont sera lieu, peut-être qui pas n'existent plus, qui existent Si, encore. on peut C'est le le closer. 35e anniversaire de votre radio aujourd'hui. Et puis nous ferons un nouveau point sur l'actualité proche de chez vous à 12h10. Nous évoquerons notamment la ville d'Argenteuil qui a été reconnue en état de catastrophe naturelle à la suite des coulées de boue et des inondations des 11 et 12 juin. Nous évoquerons aussi le conseil départemental du Val-d'Oise qui vient de lancer une plateforme de financement participatif 100% val-d'oisien. Et puis nous évoquerons aussi une exposition Zéro déchet attitude qui se tient actuellement à Téméricourt. Pour en savoir davantage, rendez-vous à 12h10 lors de notre nouveau point sur l'actualité proche de chez vous. Il est pratiquement 9h05 sur IDFM Radio Anguin. Merci d'avoir été avec nous depuis 7h pour la matinale. Maintenant, place à Florence Sueur. De nombreux invités sont en face de moi. Ils me font peur. Ils sont sympathiques. Non, j'ai l'habitude, bien évidemment. Nous allons parler encore économie, start-up, tout un beau programme. Nous allons aussi parler de l'école de la deuxième chance entre 9h et 10h30 avec les nombreux intervenants de l'émission Le Bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Très bonne émission Florence, et je vous retrouve bien évidemment demain matin pour une nouvelle matinale. Bye bye. Florence, je termine le live et on le redémarre à la fin de la chanson ou pas? Non, là on bouge pas. Ok. Le fil conducteur, il est où? Les pauses musicales, tout ça? Eh bien, les pauses musicales, Bon, elles sont dans le dossier. Non, s'il y a un dossier J'ai déjà. un dossier, oui, parce que c'est pas ce que j'avais préparé, parce que ça a bugué. On y va? Donc j'ai dû faire ça au pied levé tout à l'heure. On y va. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et oui, comme l'a dit Christophe, c'est une matinée très animée ce matin. Beaucoup de sujets, vous allez voir, ça va être très très intéressant, très varié. Et justement, pour que vous compreniez, eh bien, on va tout de suite accueillir nos invités du jour. Benjamin Schroun, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'une fédération de mutuelles et en 2015, vous êtes élu conseiller régional d'Île-de-France sous l'étiquette UDI, Union des démocrates et des indépendants, présidée par Jean-Christophe Lagarde, après avoir été le porte-parole de Valérie Pécresse durant la campagne des régionales. À la région d'ailleurs, vous êtes vice-président de la commission du développement économique. Vous êtes aussi président de l'école de la deuxième chance du 95 et du 78, et puis président du conseil de surveillance d'Île-de-France Énergie, bras armé de la région pour le déploiement de sa politique énergétique, rénovation des énergies des copropriétés, accompagnement dans l'émergence des projets ENR en Île-de-France, vous nous expliquerez ce que c'est tout à l'heure. Et puis ensemble, nous parlerons aussi, entre autres, bien sûr, des 10 ans de l'école de la seconde chance et des assises franciliennes qui vont se tenir jeudi, c'est-à-dire demain, à Enghien-les-Bains, justement. À vos côtés, Claire Estelle Gournira, bonjour. Bonjour.
Vous êtes directrice de la communication de Selectra depuis plus d'un an et demi maintenant. Selectra, c'est une plateforme lancée en 2007 par Xavier Pinon et Orient de Maupeou pour comparer les coûts de l'énergie et que l'on baisse nos factures. C'est donc aussi un des sujets du jour. Hein, c'est le sujet du moment, au moment où le diesel augmente, le gaz et l'EDF aussi. On aimerait bien baisser nos factures. Un foyer français consomme en moyenne 16 565 kW par an, soit un budget de 2600 € pour se chauffer à l'électricité et de 1400 € pour se chauffer au gaz naturel. Pour vous, il est toujours possible de faire baisser sa facture d'énergie et c'est de ça dont on va parler ensemble tout à l'heure. Youpi! À vos côtés tout à l'heure, Philippe Schelder, bonjour. Bonjour. Vous présidez la marque élue produit de l'année, une marque créée en France en 1987 et reconnue d'ailleurs par 90% des Français. Et on aimerait savoir comment ça se passe. Est-ce du marketing ou est-ce un vrai contrôle des produits? Ce sont les questions que je vais vous poser tout à l'heure. Le consommateur s'intéresse de plus en plus à ce qu'il y a dans son assiette. Il scrute toutes les étiquettes, que ce soit des objets pour sa maison ou pour ce qu'il a dans l'assiette, comme je le disais. Donc il a du pouvoir sur les marques. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. D'ailleurs, j'ai vu que cette année, des produits comme de la bière, la 1664, Always, Albal, Andros, aussi Ducros, Heinz, la Maison Verte, Mika, Pampers. Bref, toutes ces marques-là ont fait appel à vous et ont été, je crois, récompensées cette année par votre label. Et puis, on évoquera aussi peut-être le concours 2019, si vous voulez bien, Philippe Gilder. Et enfin, à nos côtés, eh bien, notre start-up du jour, c'est Stéphane Savarez. Bonjour. Bonjour. Vous venez de créer Technocarbone Technologie France. Là aussi, on est en plein dans le sujet du jour. Vous êtes en levée de fonds en ce moment pour financer votre première usine. Et avec vous, on en saura plus. On saura exactement ce que vous nous proposez dans quelques minutes. Vous êtes aussi membre de l'association Saving Our Planet pour sensibiliser et éduquer et informer le public sur le changement climatique. C'est moins sûr, mais si on a le temps, on en parlera bien volontiers. Allez, tout de suite, avant, ce sont les infos comme d'habitude du jour. Eh bien, la première info, c'est sur IDFM. Et oui, notre radio fête aujourd'hui, c'est aujourd'hui, le 7 novembre, qu'elle est née, en 1982, de la volonté d'un couple, Luce et Jacques Berberides, qui ont créé IDFM Radio Anguin en 1982, dans le sous-sol de leur maison, au moment, évidemment, du lancement des radios libres. Alors pour fêter cet événement, eh bien non seulement vous avez vu, je rends hommage à ce couple, les Berberides, mais aussi IDFM vous donne rendez-vous le 7 décembre à partir de 19h pour une soirée électro. Moi j'adore la musique électro et là, au platine, on aura Erwan, Simone Di Paraggi, Alex Waki, différents DJ qui sont invités et notamment ceux que vous retrouvez dans notre émission hebdomadaire qui s'appelle Danse Express. Ils enchaîneront les morceaux. Venez, ça va être super sympa. Vous allez pouvoir bouger, vous allez pouvoir écouter les nouveaux talents. Et il y a même un concours de DJ qui va être organisé. Les préventes sont disponibles déjà au prix de 5 €, c'est pas grand-chose, via la billetterie de Wiz Event. Sinon, et bien sur place, ce sera au tarif de 10 €. Je ne peux pas passer dans les infos outre de la victoire ou défaite, ça je vous laisse juger. Et oui, pour Donald Trump, le résultat est publié ce matin. Le président américain perd la Chambre des représentants mais conserve le Sénat, ce qui n'était pas arrivé sous la mandature d'Obama. En tout cas, cela montre la division des Américains. À noter que la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, que Donald Trump avait surnommée Pocahontas dans le Massachusetts, elle vient remporter son siège, ainsi que l'ancien candidat à la primaire démocrate de 2016, Bernie Sanders, qui avait perdu face à Hillary Clinton. Et bien tous les deux donc ont été réélus, tout comme le sénateur républicain Ted Cruz, qui a remporté la grosse bataille du Texas au terme d'un duel avec Beto O'Rourke. Des organisations tout de même chargées de contrôler la bonne tenue du scrutin ont reçu environ 10 000 appels pour signaler des anomalies sur certaines machines de vote. Voulez-vous commenter? Philippe Gelder, peut-être? C'est intéressant de voir qu'il y a le contre-pouvoir qui s'installe et qui s'exprime aux États-Unis, parce qu'on a tendance à considérer que les Américains sont un et unique, mais en fait, il y a un contre-pouvoir, et je pense qu'aux États-Unis, ça a toujours été comme ça. On en fait parfois un peu trop sur Trump. Il y a eu par le passé déjà ce genre de situation. Ce qui est sain, c'est de voir que le peuple américain se bat pour ses idées aussi, qu'il y a une confrontation. Donc je pense que c'est assez positif. C'est la démocratie, heureusement. C'est la démocratie, oui, il faut qu'elle s'exprime. Et du coup, voilà, maintenant,
on voit un réveil peut-être des Américains et un contre-pouvoir, c'est un peu ça que vous voulez nous dire, Philippe Gilbert ? En tout cas, ils ont été votés de manière importante parce qu'ils se sont mobilisés pour s'exprimer. Je pense que ça ne va pas changer grand-chose pour le reste du monde, c'est très interne comme conséquence. Ça va probablement changer quelque chose pour Donald Trump. Au niveau du Sénat, il garde le Sénat, donc il n'a pas il a évité la possibilité de se faire jeter dehors. Ceci étant dit, je pense que c'est pas très bon non plus. S'il se faisait jeter dehors, il y aurait d'autres mécaniques qui se mettent en place. Donc voilà, je pense qu'on va aller au terme de ce mandat et on verra ce qui se passera plus tard. C'est surtout dans 2 ans qu'on va voir ce qui se passe pour le reste du monde. Oui, enfin, il n'y a pas que ça, mais on y reviendra peut-être. Stéphane Sabarez, vous voulez réagir aussi ? Oui, alors je pense qu'au contraire, ça a une importance dans le monde, à savoir pour le climat. J'étais à Marrakech à la COP22 le 8 et le 9 novembre 2016. Et du jour au lendemain, on a vu disparaître les États-Unis de la scène climatique, alors que c'était le leader climatique. Et on ne peut pas gagner la bataille du climat sans l'aide des États-Unis. Aujourd'hui, la disparition des budgets fédéraux aux États-Unis a des conséquences catastrophiques sur la science, mais aussi sur les actions concrètes. Les États et les cités essayent de compenser, mais ça ne peut durer que quelques années. Donc il était temps, justement, de dire stop et de faire en sorte que, dans quelques mois ou quelques années, les États-Unis puissent de nouveau être parmi les leaders du climat. Ce ne sont pas ces élections qui vont avoir une influence là-dessus. On reproche aussi à l'Europe et à la France d'être soumis aux Américains. On a vu avec ce qui s'est passé avec l'Iran, que les grosses entreprises françaises ont dû plier bagages en 5 minutes suite aux décisions américaines. Ça vous paraît à peu près... dans la perspective de ces nouvelles élections, est-ce que vous pensez que ça peut changer ? Sur la politique étrangère, pas complètement. Sur le climat, en revanche, clairement, sur les budgets fédéraux et sur la sortie des États-Unis de l'accord de Paris, le Congrès est consulté. Merci Philippe Gelder, merci Stéphane Savarez pour vos commentaires. Autre info du jour, c'est place aux jeunes. Les 16-20 ans sont invités à se rapprocher de l'entreprise au cours d'un après-midi d'échange à la Sorbonne. Ce sera le 19 novembre. C'est organisé par Croissance Plus et la Fondation Croissance Responsable. Au programme, différentes interventions et des échanges avec les jeunes sont prévus, bien sûr. L'intégration de jeunes talents dans l'entreprise, entreprendre pour vivre sa passion, le rôle de l'entrepreneur et de l'entreprise dans la société, donner du sens à sa mission, enfin l'entreprise à l'international. La rencontre est intitulée « Raconte-moi l'entreprise » et puis elle sera introduite par, bien sûr, le ministre Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, avant les interventions de, par exemple, Gilles Pécou ou Xavier Fontanet, ancien président d'Essilor, professeur de stratégie à HEC, ou alors de la navigatrice Alexia Barrier, fondatrice de 4 for My Planet, si vous voulez, 4, ça s'écrit 4 My Planet, et de Jean-Philippe Courtois, fondateur de Live for Good, voilà, et vice-président de Microsoft Global Sales Marketing. 600 jeunes sont attendus, donc si ça vous intéresse, allez-y, lundi 19 novembre de 14h à 16h, grand amphithéâtre de la Sorbonne, 47 rue des Écoles dans le 5e. Pour vous inscrire, contactez Croissance Plus, bien sûr. Peut-être une petite réaction, Benjamin Schroen. Oui, alors aujourd'hui, c'est évident que notre jeunesse connaît très mal le monde de l'entreprise et voit peu comment ça fonctionne l'entreprise et comment les métiers évoluent. Donc aujourd'hui, c'est important que nos jeunes puissent visiter les entreprises. Je donne un exemple. Il n'y a pas très longtemps, on a fait venir GRDF qui est à l'école de la deuxième chance, et expliquer ces métiers. GRDF, c'est plus des grandes clés qui ouvrent et qui ferment des conduites de gaz. Aujourd'hui, c'est aussi toute une technologie, une numérisation pour sentir les fuites de gaz, etc. Le métier, en fin de compte, est pour nos jeunes plus sexy qu'il a été par le passé. Et c'est important que nos jeunes puissent aller voir des entreprises, comprennent le monde de l'entreprise, et puis aussi aient envie de créer l'entreprise. Alors peut-être pas tout de suite, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, mais qui ait cette appétence à créer l'entreprise et une vision positive de l'entreprise. Alors, est-ce que les jeunes ont une bonne notion de ce qu'est l'entreprise, ou est-ce qu'au départ, finalement, ils découvrent et en fait, ils se rendent compte, ils ne savent pas tellement? Comment ça se passe? Moi, quand j'avais 16 ans, je ne savais pas ce que c'était l'entreprise. J'ai su que je travaillais dans une entreprise. Nos jeunes ne sont pas différents. Ils ne savent pas ce que c'est l'entreprise. Ils connaissent mal les métiers. Typiquement, moi, j'ai travaillé sur le plan industriel de la région. Un des challenges importants, c'est faire connaître les métiers de l'industrie. Pour rappeler qu'aujourd'hui, une usine industrielle, c'est plus un peu de travail rempli de tâches de graisse. C'est une chaîne de montage
avec des tablettes qui gèrent la chaîne de montage. C'est ça aujourd'hui aussi l'industrie, c'est la nouvelle usine du futur. Et donc c'est aussi des compétences et un travail différent qu'il faut faire connaître à nos jeunes. En fait, les jeunes connaissent plus les métiers de service que l'industrie qui est plus difficile Ils sont confrontés aux métiers de service tous les jours voilà. en tant que clients. Voilà. Donc c'est plus facile. Mais on pousse rarement la porte d'une entreprise. Exactement. Donc, autre info aujourd'hui, eh bien, à l'occasion, vous avez vu d'ailleurs, toute cette semaine, on rend hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale. Donc, le public est invité à assister à une conférence exceptionnelle en Val d'Oise. Ce sera vendredi 11. Ça s'appelle du désenchantement à l'espérance. C'est donné par l'historien Jean-Claude Rouvière, spécialiste donc de la Grande Guerre. Ça se tiendra vendredi le 9 novembre, qu'est-ce que je dis moi, à 14h30 dans les salons d'honneur de la préfecture du Val d'Oise à Cergy. Et ce sera l'occasion de découvrir aussi des correspondances de soldats, des experts militaires, une institutrice qui est spécialiste des archives de Georges Clémenceau. Tout ça, c'est issu des fonds du service historique de la Défense. Et ce sont des documents qui ont été envoyés tout au long des années de guerre. Il y a 2 expositions temporaires, une intitulée « Les femmes dans la Grande Guerre » et la 3e dimension dans la Grande Guerre, qui complète cette conférence. Je vous invite à vous inscrire. Il faut vous inscrire sur le site de la préfecture. Ça s'appelle PREF, enfin sans accent bien sûr, PREF, _cabinet, _PAG, @valdoise.gouv.fr. Excusez-moi. Alors, autre info sur cette semaine de commémoration sur la guerre 14-18. Eh bien, mardi matin, le président de la République s'est recueilli devant la statue de Maurice Genevoix avant de prononcer un discours en hommage à l'écrivain, auteur d'un saisissant récit qui s'appelle « Ceux de 14 ». Et d'ailleurs, il a annoncé, le président, que Maurice Genevoix allait entrer au Panthéon. Avec lui, à travers lui, plutôt, Emmanuel Macron souhaite honorer tous ceux qui ont participé au combat de 14-18. Et je voulais signaler ce matin qu'on oublie les soldats noirs africains, qui sont d'ailleurs quand même à l'honneur grâce à son discours. Quelques 200 000 soldats des colonies françaises d'Afrique subsaharienne ont combattu pendant la Grande Guerre, pour la plupart dans des rangs de tirailleurs, donc des Sénégalais, des Maliens, du Bénin, enfin un petit peu plusieurs pays. Et je voulais qu'on leur rende hommage également, car ils ont défendu la France. Une réaction, Benjamin Schroen? C'est important que l'histoire soit incarnée physiquement pour notre jeunesse. Je pense que faire rentrer au Panthéon, parler de personnes physiques quand on parle d'événements majeurs comme la guerre, est quelque chose d'important pour la jeunesse. Souvent, ces événements-là ne sont pas incarnés et semblent un peu éloignés de notre jeunesse. Et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important de pouvoir associer des visages à des événements tels que celui-ci. Oui, et puis donc, je trouve que cette exposition également en Val d'Oise sur les femmes et la Grande Guerre, c'est très intéressant parce qu'elles ont eu un rôle primordial. Alors Claire Estelle Gournila, voilà, vous êtes jeune, et qu'est-ce que ça représente pour vous? Ces commémorations, je pense effectivement, comme vous disiez, qu'il est important d'avoir des visages pour pas que ces épisodes tombent dans l'oubli. C'est vrai que quand on a moins de 30 ans, on a l'impression que c'était il y a très longtemps, mais en fait c'était hier. Et ce genre de commémoration permet de se souvenir de ces moments qui ne sont pas si loin. Merci beaucoup à tous les deux pour votre réaction. Autre info du jour, c'est la reconnaissance de l'état naturel pour la commune, de l'état de catastrophe naturelle pour la commune d'Argenteuil par un arrêté du 4 octobre, donc c'est tout récent, paru au journal officiel le 3 novembre. La commune d'Argenteuil est reconnue en état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les inondations et les coulées de boue du 11 et 12 juin 2018. Donc si vous êtes sinistré, vous avez jusqu'au mardi 13 novembre inclus pour faire parvenir à votre compagnie d'assurance un état estimatif des pertes. Cela ne concerne bien sûr que les biens assurés. Alors concernant les dégâts causés sur les biens non assurés des collectivités territoriales, du genre voirie, ponts, ouvrages d'art, digues, réseaux d'assainissement et d'eau potable, ou la restauration des cours d'eau par exemple, eh bien les communes doivent solliciter au titre de la dotation de solidarité une aide à leur profit, évidemment dans les 2 mois qui suivent cet événement. Donc je rappelle, les particuliers, vous avez jusqu'au 13 novembre et les collectivités, vous avez jusque 2 mois qui suivent donc cette annonce.
Voilà, c'était les infos du jour. On va faire tout de suite une pause musicale et puis après, place à nos invités du jour. Alors, c'est quoi? Avril Lavigne. D'accord. Et ça s'appelle comment? Est-ce que je peux m'absenter 2 secondes? Oui. Vous pouvez baisser, vous pouvez baisser le son en studio. Il faut baisser le son. Voilà. Hop, 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 hop. Ça s'appelle comment le titre? C'est marqué, s'il vous plaît. Head Above Water. Head Above Water, d'accord. C'est ça récent? Ah, qu'est-ce qu'on a après? Qu'est-ce qu'on a comme d'autres Après, poses il y a après? Shotgun de Georges Ezra. Après, Obispo, Rien ne dure. Attendez. Après, j'ai mis quoi? Après Obispo, Non, alors Obispo, c'est quoi? c'est Rien ne dure. Rien ne dure, d'accord. Après, Shane Mosker, c'est The Feeling. Et après, c'est Vita. Non, répétez-moi, après Obispo, c'est The Chainsmokers. Ouais, Et c'est quoi le titre, s'il vous plaît? This Feeling. Ça doit être ça parce que c'est un featuring après. This Feeling, ça doit être This ça. Feeling, ok. Et après, c'est Vita. Et Ça, je sais- Slimane, je te le donne. Je sais pas si on aura le temps. Ça fait... Alors là, par contre, nous, au bout de 2 minutes maximum, on reprend l'antenne. Hein. Sinon, c'est trop long. On perd le fil de ce qu'on dit. Après le refrain, on y va. Attention. Et voilà, nous voici de retour au bar de l'économie. Ce matin, je suis en compagnie de Benjamin Scroun, de Claire-Estelle Gourina, de Philippe Gelder et de Stéphane Savarez. Nous allons parler de beaucoup de sujets. On va tout de suite commencer avec Benjamin Scroun. Alors Benjamin, vous êtes conseiller régional d'Île-de-France. Vous êtes aussi directeur général. Excusez-moi, je suis un petit peu... j'ai une bronchite, donc je suis désolée de devoir tousser de temps à autre. Vous voulez que je vous aide, Laurence? Je veux bien. Vous êtes donc, Benjamin Scroun, vous êtes vice-président de la Commission du développement économique. Peut-être on peut commencer par ce sujet, si vous voulez bien. Alors, le développement économique pour la région, quels sont les projets? Comment ça se passe? Que faut-il défendre en ce moment? Déjà, je te rappelais le contexte. Hein, la loi NOTRe faisait qu'avant, c'était cette compétence de développement économique, que depuis la loi NOTRe, donc depuis fin 2015, sont les régions et les EPCI, donc les comités d'agglomération, qui ont la compétence de développement économique. Rappelez le contexte, hein, pour vous donner une idée, en gros, le PIB de l'Île-de-France, c'est le PIB de la Belgique plus la Suisse. Désolé, c'est comme ça. C'est 30% de la recherche européenne. C'est la première région aéronautique d'Europe. On oublie souvent que tous les 15 secondes, il y a un avion qui décolle dans le monde avec un moteur fait en Île-de-France. C'est la deuxième région d'automobile, etc. C'est une région qui est forte. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est quoi? En plus, dans un contexte de Brexit, c'est de rendre attractif le territoire. Rendre attractif le territoire, c'est aussi mobiliser du foncier. En ce moment, je travaille sur le foncier industriel en Île-de-France. On a un vrai sujet pour garder, faire venir et développer des entreprises en Île-de-France en libérant du foncier, en leur donnant, en rendant des territoires attractifs sur ce sujet-là. Et on a quelques institutions qui sont en charge d'aller chercher les entreprises, les accompagner. Aujourd'hui, les collectivités d'agglomération font un bon boulot avec nous sur ce sujet-là. Donc des enjeux sont considérables. Est-ce qu'on a beaucoup de terrains ou de zones qui peuvent être encore industrialisées en Île-de-France? Pas beaucoup, en fin de compte, c'est le vrai sujet. Le vrai sujet, en fin de compte, c'est que dès qu'un foncier se libère, dès qu'une ZAC, une zone d'activité commerciale, se réhabilite, la pression immobilière du logement fait que, et les pourcentages de la loi Allure font que quelquefois un maire dit je vais faire du logement là, parce que ça se libère, et on ne dit pas je vais libérer pour pouvoir faire du foncier industriel.
Et puis, ce que je disais tout à l'heure sur les jeunes et l'industrie, c'est aussi valable pour parfois les élus. On a parfois une image qui est pas heureuse de l'industrie, parce qu'on voit ça avec des camions qui perturbent nos routes, du bruit, de la pollution, etc. La pollution, voilà. Aujourd'hui, l'industrie, l'industrie du futur, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça, non. Ça, c'est on doit avoir aussi cette pédagogie auprès des acteurs. Mais alors justement, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle philosophie qui apparaît dans la réflexion des politiques, qui est justement d'allier ce qui est l'activité économique, qu'elle soit industrielle ou de service, avec du logement et avec des services? Est-ce que c'est pas ça la nouvelle finalement politique? Aujourd'hui, vous avez des territoires que j'ai auditionnés durant mon travail sur le foncier industriel, qui réussissent à faire des hôtels d'entreprise mixtes entre l'industrie, du service et du logement. Voilà. Mais il faut trouver le promoteur, le terrain. Toujours en Ile-de-France, le cœur du problème est souvent le foncier, quel que soit le projet. Alors, au niveau de la région, réexpliquez-nous un petit peu les pouvoirs, entre guillemets, au niveau économique de la région. Alors, c'est simple, la région est le chef de file du développement économique sur le territoire. Le chef de file, c'est lui qui rédige une stratégie et la fait appliquer. Aujourd'hui, on a par exemple un gros enjeu qui est le financement des PME. On consacre 34 millions d'euros par an avec les dispositifs UP pour financer les PME. Le budget de développement économique de mémoire, c'est un peu moins d'1 milliard d'euros aujourd'hui en Ile-de-France. La région, c'est 5 milliards et demi d'euros de l'investissement, 7 milliards d'euros sur le transport. Et donc, il y a tous ces sujets-là, le fait qu'on a fait un club ETI, des entreprises industrielles, pour pouvoir créer des synergies. On a rédigé un plan industriel sur la durée du mandat de 350 millions d'euros, qui va de la formation professionnelle au foncier industriel, aux aides aux entreprises, à la création de pépites aussi. C'est important de créer des licornes et d'aider des PME à devenir des ETI. Voilà tous ces dispositifs que nous on met en place à la région. Alors on a beaucoup de chance de vous avoir ce matin, Benjamin Scroon, parce qu'on est très intéressé bien sûr par le développement économique, c'est quand même le moteur de la vie. Sans entreprise, on n'aurait pas de travail, pas de maison, on ne peut pas vivre. Le gros problème de l'Île-de-France, c'est, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est le déplacement. Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce que les hommes politiques réfléchissent en lien entre justement la création d'activités et la possibilité de la mobilité, de se déplacer? Est-ce que ça, on y réfléchit en même temps? Parce que quand on voit les difficultés qu'on a, notamment en Val d'Oise, on est un peu comme une île déserte en ce moment. On est un peu comme sur un îlot. Voilà, on est comme une presqu'île qui n'est pas rattachée au périphérique depuis la création, et qui maintenant, le seul point qui est rattaché incorrectement, parce que même avant ce qu'il y a eu sur Gennevilliers, vous aviez quand même toujours des embouteillages, pour ceux qui le prennent souvent. Sur la A15, il y a toujours eu beaucoup d'embouteillages, ça c'est vrai. Avec l'effondrement du pont, c'est le double, c'est pire. Aujourd'hui, moi, souvent, je pars de chez moi, je vais du bureau de l'école à Cergy. En gros, tous les matins, c'est jusqu'à Ikea. Pour ceux, ça permet à tout le monde de voir. De Ikea jusqu'au pont, vous avez un bouchon. Voilà, tous les matins. Donc c'est insupportable. Mais c'est insupportable. En plus, peut-être que je vais plus en parler sur ce problème du prix du carburant. Ce qui est dramatique, en fait, quand on fond sur le prix du carburant, c'est que l'utilisation des taxes qu'on récolte, 47% va à la dette de l'État. En fait, le rapport Luche, du sénateur Luche est paru hier, et en fait, c'est seulement 13% qui part aux énergies renouvelables. Tout à fait. Donc, et le vrai sujet, en fait, si les Français, je vous parle des Franciliens, je ne vais pas vous parler du reste de la France, qui est une problématique différente. Si les Franciliens avaient un État qui investit massivement sur les transports, sur la mobilité verte, sur le fait de pouvoir accéder à des automobiles électriques, etc., je pense que ça grognerait moins. Le vrai problème aujourd'hui, c'est, on connaît dans le Val d'Oise, nous on a beau à la région rénover les rames, acheter de nouveaux trains plus confortables, etc., l'État qui lui gère les rails, s'il ne les change pas, ça casse. Ça casse, c'est ça qui crée des catastrophes dans la journée des gens. Et aujourd'hui, les investissements sur ces points-là ne sont pas faits. Et si la taxe servait au moins à pouvoir
accélérer la mobilité en Ile-de-France, permettre d'avoir des lignes plus nouvelles, faire le Grand Paris Express, le vrai Grand Paris Express, avec toutes les gares. Pas en supprimant une partie des lignes, en faisant des choses à la petite semaine pour économiser quelques millions d'euros, alors qu'on va engranger des milliards d'euros avec la taxe. Là, je pense que ça vaut vraiment. Stéphane Savarez, vous hochez de la tête. Vous y êtes contraint tous les jours au problème de la mobilité, c'est ça ? Oui, tout à fait. En plus, bon, je dirais que ça fait quand même une quinzaine d'années que je m'occupe de climat, donc on est tout à fait dans le sujet, c'est-à-dire comment décarboner les transports et aller vers un modèle de société plus durable. Donc l'histoire du pont de la 15, typiquement, ce que développe Technocarbone Technologies France, c'est pour avoir des infrastructures qui ne rouillent pas, qui ne sont pas sujettes aux problèmes que vous rencontrez tous les jours sur la 15. Et c'est vraiment une question qui est posée surtout aux politiques, parce que c'est eux qui sont au point focal des décisions. Tout ne repose pas que sur les politiques. La population a son rôle à jouer, et non seulement lors des élections, mais on peut avoir des interactions avec les élus, et j'encourage tout le monde à parler à leurs élus, demander que les infrastructures, que les écoles, que les bâtiments publics, que les logements soient plus durables. Et si on arrive à tous se réunir autour de ce thème-là, alors l'industrie durable pourra se développer. Aujourd'hui, Technocarbone Technologies France, c'est le premier Fab Lab zéro carbone. Si la priorité, c'est vraiment de baisser les émissions de CO2 pour protéger le climat, pour réduire la pollution et pour créer des emplois durables en France, alors nous, on propose des solutions. Mais pour que ces solutions voient le jour, il faut que les investissements publics et privés soient redirigés vers ce type d'industrie-là plutôt que vers d'autres. Et ces décisions-là, elles doivent être prises très en amont, au moment des schémas directeurs, au moment des critères dans les appels d'offres. Aujourd'hui, les critères sur les émissions de CO2 ne sont pas prioritaires, et c'est un problème. Si on dit au niveau politique, la politique CO2 c'est la priorité, mais que dans les collectivités locales, dans les régions, les décisions ne suivent pas, de fait, on obtient ce qu'on obtient, c'est-à-dire une augmentation des émissions de CO2 depuis 3 ans, au lieu d'avoir une baisse. Et aujourd'hui, pour remplir les objectifs de l'accord de Paris, limiter le changement climatique à plus de degrés, c'est moins 5% d'émissions par an. Limiter le changement climatique à plus 1,5 degré, c'est moins 7% par an. Aujourd'hui, on en est très loin, on est à plus 1. Donc il faut passer de plus 1 à moins 5, moins 6, moins 7. On voit bien qu'on ne va pas y arriver avec de mesurettes. C'est sûr. Il faut complètement refonder une politique, toute une politique économique, faire en sorte que l'industrie du futur, l'usine du futur, il va y avoir un événement à Paris du 22 au 25 novembre qui s'appelle l'usine extraordinaire. Bon, c'est bien de motiver les jeunes, de motiver toutes les entreprises autour de reconstruire des usines en France, mais quel type d'usine ? Pour produire quoi ? Pour produire quels matériaux ? Est-ce qu'on va refaire des aciéries ? Est-ce qu'on va faire de l'aluminium, etc. Ou est-ce qu'on va vers les nouveaux matériaux, donc comme celui que nous fabriquons, CSS ? Ça, on en parlera tout à l'heure. Alors, merci Stéphane Savarez. Alors, Benjamin Schroun, justement, dans la poursuite de ce que disait donc Stéphane Savarez, vous vous occupez également de politique énergétique, puisque vous êtes président du conseil de surveillance d'Île-de-France Énergie. Alors, la rénovation énergétique des copropriétés, les projets ENR, qu'est-ce que c'est ? Alors, déjà, il faut se dire que la première source de pollution en Île-de-France, c'est le logement. Donc, ça va être une priorité. Voilà, c'est pas le diesel, c'est le logement. C'est le logement, non, mais aujourd'hui, il y a 1 million de logements en Île-de-France qui sont des passoires énergétiques. Donc, ça va être une priorité des politiques publiques, pouvoir rénover ces passoires énergétiques. C'est un enjeu majeur. La région de France a créé, il y a quelques années, donc Île-de-France Énergie, qui a vocation, en fin de compte, c'est tout simple. On fait de A à Z la rénovation énergétique. C'est-à-dire qu'on fait de l'audit énergétique auprès de la copropriété jusqu'à la livraison des travaux. Et à partir du premier trimestre 2019, on va même faire banque. C'est-à-dire grâce à la Banque européenne d'investissement, vous voyez, l'Europe, ça sert à quelque chose. La Banque européenne d'investissement nous a alloué 100 millions d'euros pour faire des prêts auprès des copropriétés pour faire les travaux. Donc là, c'est un enjeu majeur qui est la rénovation énergétique. Et dans le Val d'Oise, on a Soisy, Sannois, Montmorency, où on a fait des opérations. Sur les ENR, c'est quoi ? C'est les énergies renouvelables, en fin de compte. Et donc là aussi, on a des projets dans le territoire. On est en train de travailler sur quelques projets. On a inauguré il n'y a pas très longtemps un sujet de méthanisation dans Seine-et-Marne, par exemple, où il y a du financement participatif. Donc les citoyens doivent financer
aussi l'infrastructure qui va être sur leur territoire. Et derrière, c'est l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'une fois que le substrat, on a créé du gaz avec, il sert aussi, parce qu'il est dépollué, etc., à faire de l'engrais pour les agriculteurs du coin. Donc c'est quelque chose d'assez remarquable qu'il faut continuer à développer en Île-de-France. Et ces projets-là, notre vocation, c'est d'accompagner les collectivités, parfois d'arriver au financement de ces projets, pour pouvoir développer ces projets ENR. Donc 98% de l'énergie en Île-de-France est produite hors Île-de-France. D'accord. Alors si on a un projet, il faut se rapprocher de sa commune ? Alors, un projet ENR, c'est quelque chose d'assez important. Hein. C'est quelques millions d'euros de projets. Ça peut être une usine de méthanisation, ça peut être un parc photovoltaïque. Voilà. Tous ces projets-là, ces projets-là, c'est plutôt des opérateurs ou des collectivités, des EPC qui vont pouvoir les monter. On est en train de travailler avec Sergi sur un projet de méthanisation. Aussi sur la à côté de Bessancourt, il y a aussi avec la forêt Pierrelet des sujets. Donc voilà. Donc c'est en cours de transformation pour la région Île-de-France. Alors, dernier sujet ensemble aujourd'hui, Benjamin Schroun, c'est l'école de la seconde chance. C'est très important. Vous présidez les 2 départements du 78 et du 95. Et puis, donc, ce seront les assises demain, jeudi à fin de journée, à Enghien-les-Bains. Alors, parlez-nous un peu des écoles de la seconde chance. Qu'est-ce que... Nous aussi, on fête notre anniversaire. Voilà. On fête les 10 ans de l'école jeudi. Pour vous expliquer rapidement ce que c'est une école de la deuxième chance, c'est des jeunes entre 16 et 25 ans qui n'ont ni diplôme ni formation, mais qui ont un point en commun, leur motivation d'avancer dans la vie. Et nous, notre boulot, c'est cette pépite-là, parce qu'il faut se le dire, hein, dans nos quartiers, dans la ruralité, dans nos villes, on a des pépites qui sont sous-exploitées, qui sont une chance pour notre pays, et qu'on laisse parfois s'échapper dans notre voie, et qu'il est important de pouvoir les accompagner dans leur réussite. Pas les assister, les accompagner. Parce que souvent, en fin de compte, il suffit juste de les regarder et de leur dire c'est bien, continue. C'est juste ça parfois. Et donc, ces jeunes de 16 à 25 ans, nous, on les accompagne. Dans le Val d'Oise, on en accompagne 525 par an. Et 73%. C'est la capacité maximum des écoles qui existent ou pourriez en accueillir plus ? On peut en accueillir plus, on continue à en accueillir plus, puisqu'on était à 500 l'an passé, on passe à 525, puisqu'on ouvre... Donc, de plus en plus de jeunes frappent à votre porte, finalement. Alors, j'allais dire, on va les chercher, parce que souvent... c'est l'inverse. Il faut aller les chercher. Ou il y a beaucoup de bouche à oreille aussi qui fait, et puis les missions locales nous envoient des jeunes. Non, nous, on est plutôt en phase de développement de l'école. On fait partie des écoles qui se développent. On ouvre à Beaumont-sur-Oise, Persan-Beaumont-sur-Oise, dans les Hauts-Val d'Oise à la rentrée. Quelle formation pourra-t-on faire à Beaumont ? Alors, à Beaumont, ça va être un site un peu particulier, parce que c'est un site hybride où vous allez avoir plusieurs dispositifs. Donc, il y aura peut-être vous finir sur l'école à la deuxième chance, comme ça je suis complet auprès des auditeurs. Donc ces jeunes, on va les accompagner. 73% d'entre eux ont une sortie positive. Soit une formation diplômante, soit un contrat de travail. La Marine nationale est plutôt aux alentours de 55%. Donc on a, dans le Val d'Oise, un dispositif qui marche très bien. Pourquoi on fait ces assises ? Tout simplement, ça nous paraît important aussi de nous remettre en cause et de nous poser des questions sur notre travail. Puisque ça fait 10 ans et que le modèle a changé depuis la création. Les jeunes ont changé. Et qu'il faut accompagner sur le changement. Et puis les métiers sont en train de changer en plus. Ont changé. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, en vous quittant, je vais aller inaugurer dans le centre commercial des Trois Fontaines une boutique école. Nous, on aime bien faire pour de vrai. Des jeunes, grâce à Emerson qui nous met à disposition une boutique, des jeunes ont créé une boutique où ils sont allés chercher des objets à vendre. Ils sont allés faire l'achalandise. Ils vont faire la caisse. Ils vont faire la vente. Ils vont faire la com. Et puis l'argent qu'ils vont récolter, ils vont le donner pour l'association pour les jeunes handicapés. Et ce but, il est très simple. C'est que les commerçants du centre commercial des 3F viennent débaucher nos jeunes pour leur faire signer un CDI parce qu'ils les trouvent bons. Voilà, c'est quoi l'école ? C'est faire pour de vrai, leur faire poser des questions sur leur parcours professionnel et les aider à trouver leur voie. Voilà, c'est comme ça qu'on réussit. Merci beaucoup d'avoir présenté tout ça. Alors donc, je rappelle, Benjamin Schroun, donc demain, jeudi 8, ce sont les assises franciliennes des écoles de la seconde chance pour réfléchir justement au devenir des écoles de la seconde chance, aux métiers et aux jeunes qui, comme vous avez dit, changent. Merci beaucoup. On va faire une nouvelle pause musicale. Moi, je vous propose d'écouter Georges Ezra avec son titre Shotgun.
Est-ce que vous voulez dire autre chose, Benjamin, sur tout ça? Oui, non mais parce que je vous ai fait tout dire d'un coup. Oui, parce que j'ai l'habitude de tout dire d'un coup. Non, après, si vous avez des questions, on rebondir tout à l'heure sur des éléments. Mais s'il y a d'autres choses, demain c'est important parce qu'on fait les assises, et on fait les 10 ans, et le spectacle des 10 ans est fait par les jeunes. Ah, d'accord. Ah oui. Oui, c'est... Il y a Gabriel Attal qui sera là. Non, mais je vais essayer de venir, moi, de toute façon. Mais je vais rentrer, ça va être chaud. Gabriel. Non, il est pire, Gabriel. Mais je ne le connais pas, donc je peux pas vous dire. Vous allez apprécier. Gabriel qui? Gabriel Attal. Ah. Il est fantastique. Je le connais pas. Donc après, je propose qu'on continue sur l'énergie avec Claire Estelle. Ça vous va? Et puis ensuite, on parlera plus marketing avec Philippe Gelder. Pardon? On va se garder de l'énergie pour ça, oui. Moi, je vais rester dehors parce que... Ça va pas? Oui, non. C'est pas grave. Rien qui va pas? Rien qui me vaille la peine de lire ça sur Facebook. Vous pouvez rester avec nous. Hein. Oui, mais je vais pas rentrer, sortir. Bah, si le moment. Oui. Donc, moi, je pense qu'on a bien fait le tour, là, Benjamin, à moins qu'il y ait autre chose que vous vouliez dire, vous, sur la région. Non, sur la région... Non, ça, c'est des questions. Non, par contre, à la fin, je vous demanderai peut-être faire un petit mot de conclusion. Donc, Hein? Faut que je réfléchisse. Oui, c'est pour ça que je vous le dis. Parce qu'on va rendre l'antenne vers 10h24, je ne sais pas exactement, hein, c'est ça, Philippe? Oui, à l'heure pile, à l'heure, de toute façon, 28. Quelquefois, ils mettent des choses avant, enfin, on verra. Donc, quand le décompte de 4 minutes s'installe, je demande à tout le monde de faire 1 minute de conclusion. On y va, c'est reparti. Alors, nous voici de retour au bar de l'économie. Je suis toujours en compagnie ce matin de Benjamin Schroun, de Claire-Estelle Gourina, de Philippe Gelder et de Stéphane Savarez. Second sujet du jour, eh bien, c'est la grogne des Français sur le coût des énergies. On l'a bien vu avec le diesel qui augmente et le gaz qui augmente aussi. Alors justement, Claire Estelle, vous êtes directrice de la com chez Selectra, une plateforme qui, youpi, compare les offres des énergies. Alors, dites-nous un petit peu ce que vous nous proposez. Alors oui, en ce moment, c'est un petit peu difficile pour le budget énergie des ménages, puisque comme vous le savez, au 1er novembre, le tarif réglementé du gaz a augmenté de près de 6%, et cela a succédé à de nombreuses augmentations cette année. Sur un an, on est à plus 21%. C'est énorme, plus 21% sur un an. Sur le tarif réglementé du gaz. Donc les conséquences sur le budget des ménages sont importantes. En fonction de votre consommation, cela peut représenter plusieurs centaines d'euros en plus sur votre facture. Mais chez Selectra, nous avons beaucoup de conseils. On a des idées chez Selectra. Pour vous représenter Selectra très rapidement, Selectra, c'est le leader de la comparaison des offres d'énergie en ligne, puisque en fait, depuis 2007, les particuliers ont la possibilité de changer de fournisseur, donc de faire jouer la concurrence et de choisir un autre fournisseur qu'EDF ou Engie pour l'électricité ou le gaz, et donc ainsi de réduire leur facture. Et Selectra se propose de comparer toutes les offres qui existent sur le marché, parce qu'il y a vraiment une jungle des offres. Il y a combien d'offres actuellement, vous pouvez nous dire? Alors, le nombre d'offres, c'est difficile à dire, mais il y a une trentaine de fournisseurs aujourd'hui qui proposent chacun plusieurs offres. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas un sujet qui est toujours facile pour les ménages. Les Français sont assez mal informés sur ce marché. Et puis ça fait peur, il faut dire. On a toujours peur que si on change de fournisseur, on ne puisse plus revenir en arrière. Exactement, parce qu'effectivement, au tout départ, quand on quittait les tarifs réglementés, il n'y avait pas possibilité de revenir à ces tarifs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On peut changer de fournisseur très facilement, autant de fois qu'on le souhaite, sans intervention technique sur son compteur. Tout à fait gratuitement. Vous n'êtes jamais engagé chez votre nouveau fournisseur. Alors aujourd'hui, vous nous dites, vous avez une offre exceptionnelle, vous dites on peut faire
au minimum baisser sa facture de 200 € en changeant de fournisseur? Alors, en fait, chez Selectra, on organise régulièrement des achats groupés. L'achat groupé, c'est très simple, ça s'appuie sur le principe de la consommation collaborative, c'est-à-dire qu'on invite un maximum de consommateurs à se réunir pour ensuite peser auprès des fournisseurs pour qu'ils proposent à ces consommateurs qui se sont réunis des tarifs de groupe. En ce moment, on fait un achat groupé avec l'association de consommateurs Famille de France et nous avons négocié des offres qui sont vraiment intéressantes dans le contexte qu'on vient d'évoquer. Donc pour le gaz? Puisque pour le gaz, nous avons négocié des offres qui vont jusqu'à moins 20% sur le prix du kilowattheure hors taxe du gaz. En fait, nous avons négocié 5 offres différentes qui sont très complémentaires pour répondre à la fois à la diversité des profils de consommation et à la diversité des préférences de consommation des consommateurs. Et du coup, en ce moment, il est encore possible de se préinscrire à cet achat groupé pour bénéficier de ces offres. Pour se préinscrire, il suffit d'aller sur club.selectra.info/fdf. Vous recevrez ensuite l'offre qui est la plus adaptée à votre consommation et vous serez tout à fait libre d'y souscrire ou non. Alors, on peut donc vous demander de faire un genre de devis, c'est-à-dire de faire une estimation, j'imagine, avant de s'engager. Exactement. En fait, si vous allez sur le site de préinscription, on va vous demander quelques questions sur votre profil de consommation, quelle est la surface de votre logement, combien est tout chez vous, pour estimer quelle est votre consommation annuelle. Et ensuite, vous pourrez aussi dire quelles sont vos préférences. Est-ce que vous préférez un service après-vente uniquement web ou aussi par téléphone? Est-ce que vous souhaitez avoir une offre verte ou non? Et en fonction à la fois de votre profil de consommation et vos préférences, on va pouvoir estimer quelles sont les économies qu'on peut vous proposer. Et donc c'est vous qui nous dites, qui pouvez dire aux consommateurs quel est le meilleur fournisseur qu'il faut choisir? Exactement, en fonction de son profil. D'accord. Et donc, il est tout à fait possible encore de bénéficier des offres qu'on vient de négocier dans le cadre de notre achat groupé avec Famille de France. Alors, vous avez dit justement que c'était un achat groupé avec Famille de France, mais est-ce qu'on est obligé de souscrire à Famille de France pour pouvoir... Pas du tout. Non. L'achat groupé est ouvert à tous, que vous soyez adhérent ou non à Famille de France. L'objectif est vraiment de s'adresser à tous ceux qui souhaitent préserver leur facture et je crois que nous sommes très nombreux. Donc, pour faire baisser sa facture d'énergie, vous dites, c'est facile. Il suffit de vous contacter pour avoir une estimation. On va résumer ce que vous dites. Par contre, si je ne suis pas content du fournisseur en question, est-ce que je peux rechanger et revenir si je suis chez GRDF, par exemple? Tout à fait. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça oblige à changer de compteur? Voilà, c'est la question que vont se poser les citoyens. Est-ce qu'il faut changer de compteur pour faire ça ou pas? Tout à fait, je comprends tout à fait votre question. En fait, la moitié des Français ne savent pas qu'ils peuvent changer de fournisseur. Et parmi ceux qui savent qu'ils peuvent changer de fournisseur, beaucoup pensent qu'ils vont être engagés, que ça va être payant, qu'il faut changer de compteur. Pas du tout, c'est vraiment une démarche qui est très simple. Vous n'aurez pas à changer de compteur si vous changez de fournisseur. Vous pouvez rechanger de fournisseur si le fournisseur que vous venez de choisir ne vous convient pas. Donc ce n'est vraiment pas engageant et ça permet de faire des économies vraiment intéressantes à l'année. Par exemple, avec notre achat groupé, là, en moyenne, 200 € d'économie sur l'année, même si bien sûr c'est dépendant de votre profil. Oui, enfin ça dépend de la surface de son logement, etc. Donc c'est difficile de donner la baisse précise. Mais là, peut-être que 200 €, c'est pour quel type d'habitation? Vous avez calculé 200 €, ce sera plutôt pour du tout électrique, plutôt une maison. Pour une maison, tout électrique. Merci Estelle. Alors, on va peut-être rappeler où on peut vous joindre si on est intéressé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller sur le site club.selectra.info/fdf, comme Famille de France. Merci beaucoup Claire-Estelle Gourina. Avant de faire une nouvelle pause musicale, on va saluer Sacha qui nous écoute via Facebook et qui vous dit d'ailleurs bonjour à tous nos invités et qui souhaite un joyeux anniversaire à IDFM. Merci beaucoup Sacha. Moi je vous propose de faire une nouvelle pause musicale avec Pascal Obispo, avec Rien ne dure, et puis après on passe la parole à Philippe Gelder. Oui, bien sûr. Oui, si vous avez envie de poser des questions, il faut... En fait, la question c'était, est-ce que vous connaissez le contenu CO2 du gaz que... Le contenu CO2, pardon? En CO2. En CO2, le contenu du... En grammes de CO2 par kilowattheure, du gaz dans votre offre. Malheureusement non. Par contre, en fait, on a des offres qui sont vertes, d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, Équateur, il y a du biométhane. Alors très bien, parce que je vais changer pour Équateur. Donc, ah bon, vous l'avez... Ah bah vous allez nous dire ça au micro. Ouais, vous avez changé d'offre. Oui, moi je suis passé de Engie à Équateur.
parce que justement leur gaz est très bas carbone. D'accord, et alors? C'est un geste pour la planète et en plus c'est un peu moins cher. Et en plus c'est moins cher, et vous avez trouvé un changement ou pas du tout? L'arrivée de gaz est la même, il n'y a pas de problème. Ah non, il n'y a aucun problème. Bon, bah après, je vais vous poser la question de qui a déjà changé autour de cette table, et en fait, il y en a un. En fait, la question, c'est est-ce que les gens se posent la question de savoir quel est le contenu du CO2 de l'énergie qu'ils achètent? C'est directement lié au prix du carburant aussi. Ça serait bien d'en parler aussi du prix du carburant. Parce que on en reparlera après avec vous. Ont un rôle déterminant. Une grosse partie de la consommation de carburant et de gaz, c'est les entreprises. Bien sûr. Merci. Et les collectivités locales. Alors, justement, Claire Estelle, on peut, j'ai oublié de vous poser la question, on peut changer combien de fois de fournisseur? Dans une même année, je veux dire, par exemple, on peut changer plusieurs fois. Ah bon? Donc en fait, vous gérez nos factures de téléphone, finalement, d'énergie. On fait aussi les mobiles, d'ailleurs. Je suis pas accro à mon mobile à ce point-là. Mais il y a beaucoup de gens, vous savez, qui profitent des ventes privées pour leur téléphone et qui changent tous les 6 mois. Oui. Et bien là, c'est pareil pour le gaz et l'électricité. Les gens le font moins parce qu'effectivement, ils ont peur qu'il y ait une coupure d'énergie. Ça paraît plus compliqué. Oui, c'est ça. Il y a un facteur psychologique qui n'est pas le même. Surtout un peu de l'hiver. Voilà. Bon, bah c'est bon, on reprend tout de suite parce que sinon... Voilà, C'était un extrait du nouveau titre, du nouveau disque de Pascal Obispo avec Rien ne dure. Nous étions avec Claire Estelle Gourina avant la pause musicale pour parler de la possibilité qu'offre Selectra, c'est-à-dire qu'elle gère pour nous finalement notre facture énergétique de gaz et d'électricité. Alors Claire Estelle, est-ce qu'on peut changer plusieurs fois par an finalement de fournisseur? Tout à fait. En fait, quand on est un particulier, on n'est pas engagé auprès de son fournisseur, donc vous pouvez changer autant de fois que vous le souhaitez. Si vous découvrez qu'il y a une offre plus intéressante que celle à laquelle vous avez souscrit récemment, vous pouvez tout à fait rechanger, c'est vraiment très simple. Donc finalement, vous êtes comme un gestionnaire de notre facture, de nos prestataires énergétiques. Mais alors ça, c'est valable pour les villes. En campagne, c'est différent? Non, c'est tout à fait possible aussi en campagne de changer de fournisseur. Nous, on s'occupe de comparer les offres d'énergie et de gaz naturel. Naturel, d'accord. Que vous soyez en ville. Donc le gaz liquide, par exemple, ceux qui ont des bonbonnes de gaz liquide dans leur jardin pour chauffer leur maison, ça, c'est pas possible, vous pouvez pas le faire. Ça, c'est encore différent. Là, je vous parle vraiment des cas de gaz naturel et d'électricité. Alors ici dans ce studio, donc justement, Stéphane Savarez, vous avez profité de ce changement et vous avez déjà utilisé un autre fournisseur d'énergie, c'est ça? Absolument. Bon, vous avez peut-être compris que je suis un petit peu orienté CO2. On a compris tout à l'heure. Je me pose à tous les niveaux de mon activité et j'invite toutes les personnes et surtout les entreprises qui sont un gros poste de consommation et d'émissions de CO2 à faire de même. Donc si vous vous posez la question de optimiser à la fois votre budget et vos émissions de CO2, ça change complètement votre approche du marché. Et donc, à la suite de ça, j'ai compris qu'il fallait que je découple mon fournisseur d'électricité de mon fournisseur de gaz, parce que celui qui a l'offre de gaz la plus décarbonée n'est pas celui qui a l'offre d'électricité la plus décarbonée. Voilà, donc vous avez choisi un geste pour la planète en prenant une énergie plus verte au niveau du gaz et un fournisseur qui produit du gaz plus propre. Voilà, j'ai recherché un fournisseur qui garantissait, qui avait des garanties d'achat de gaz à très faibles émissions. Et donc, j'ai choisi Équateur, en l'occurrence. Mais en revanche, pour l'électricité, je suis resté chez le fournisseur qui émet le moins de CO2. Et vous allez deviner lequel ? EDF ? Absolument. Donc, vous êtes resté chez EDF. Merci beaucoup pour votre témoignage en tant que consommateur. Alors, Philippe Gelder, vous présidez la marque élue produit de l'année, marque créée en 87, hein, donc c'est pas tout jeune. Un gros succès, finalement, pour... Plus jeune que vous, enfin, je veux dire que la radio. Un peu plus jeune que la radio et que moi, bien sûr. Et donc, qui est reconnu par 90% des Français, car le consommateur, maintenant, s'intéresse à ce qu'il y a marqué sur les paquets des produits, à ce qu'il y a dans son assiette et à ce qu'il y a dans sa maison. On vient de l'entendre avec notamment les énergies. Alors, expliquez-nous un petit peu comment se passe la sélection et, je veux dire, de la marque, enfin, du logo élu produit de l'année. Le produit de l'année donc existe en effet depuis 87, existe aujourd'hui dans 47 pays de par le monde. Oui, c'est énorme, il faut le dire. On peut dire que c'est une marque française qui a réussi à implanter ses drapeaux un peu partout. Grâce à vous, bravo Philippe. La ville de France, donc.
Mais bon, très fier, et c'est pas que grâce à moi, parce que je n'ai pas fondé la société au départ. Ceci étant dit, nous avons quelques particularités dans notre ADN. La première, c'est que nous sommes en effet un concours qui met en avant des nouveautés produits et des innovations. Donc uniquement des innovations, c'est-à-dire que pour rentrer dans le concours, il faut que votre produit ait maximum 18 mois d'existence sur le marché. Au-delà de ça, vous n'entrez pas. La deuxième chose, c'est que ce n'est que le consommateur qui juge. Il n'y a pas d'expert, ce n'est pas 5 types dans une pièce qui jugent le produit, ce sont vraiment des consommateurs, un très grand nombre de consommateurs. Et enfin, c'est fait de manière relativement scientifique par un bureau externe, qui en l'occurrence en France, Nielsen, et des tests produits qui sont aujourd'hui faits à l'aide d'applications, et notamment la Sogec, Coty et La Poste, qui nous aident en fait à avoir un grand nombre de consommateurs qui testent ces produits en situation réelle de consommation. On est un peu allergique à des tests en laboratoire ou à l'aveugle, qui finalement, vous savez, goûter des pâtes comme ça. Donc il y a un vrai contrôle du consommateur, c'est ça que vous nous dites ce matin. Contrôle, je n'aime pas le mot contrôle parce que c'est un peu... C'est trop sévère. Ça veut dire que c'est sécurisé, etc., etc. En fait, c'est un avis du consommateur. Tout à l'heure, on se demandait si c'était marketing ou autre. D'abord, le mot marketing n'est pas une insulte et aujourd'hui, on dit marketing souvent comme si c'était quelque chose de très négatif. Oui, c'est du marketing, c'est-à-dire que c'est un produit, le label élu produit de l'année, permet aux marques de faire valoir leurs investissements, leurs innovations. Ce qui est intéressant, et ce sur quoi nous travaillons très fort en ce moment, c'est en fait de rapprocher l'avis du consommateur et l'industriel, et de faire en sorte que l'avis du consommateur, qui est prédominant chez nous, influence l'industriel pour aller vers quelque chose de meilleur. Alors nous, on ne le garantit pas. On ne contrôle pas les industriels. C'est très compliqué d'ailleurs de contrôler les industriels, comme tout le monde le sait ici autour de la table. Néanmoins, c'est une très bonne manière de faire valoir le desiderata des consommateurs. Il a toujours raison, le consommateur. Oui, parce que finalement, le consommateur, il achète ou il n'achète pas. Donc il y a des marques qui marchaient très bien, qu'on ne voit plus du tout en rayon actuellement. Absolument. Hein, on est d'accord. On a très rarement vu des produits élus produits de l'année en France qui étaient après des flops. En général, ils restent parce que quand ils sont plébiscités contre d'autres produits nouveaux qui sont arrivés à ce moment-là, en général, c'est parce que le consommateur a un avis qui est positif et qui est représentatif de l'avis du consommateur. Alors, vous avez dit que la marque, le logo élu produit de l'année ne peut être appliqué que sur des produits qui ont moins de 18 mois d'âge. Et une fois qu'ils ont eu ce logo, ils le gardent combien de temps ? Une année. Une année, c'est tout. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes en phase d'études finales sur les candidats 2019. Donc, les candidats 2019 ont été en rayon une partie de cette année pour avoir le logo 2019 qui va être décerné ici fin d'année. Et ils pourront l'utiliser toute l'année 2019, exclusivement toute l'année 2019. D'accord, alors on va revenir un petit peu là-dessus. D'abord, je voudrais revenir sur le fait que ça influe sur la fabrication des industriels. Je veux dire, comment ça se passe ? Parce que quand on voit très bien que les Français regardent maintenant, tous les Français savent, c'est plus comme avant, on sait que tout ce qui est quelque chose, c'est quand même très nocif pour la santé. Est-ce que ça oblige un petit peu les industriels à supprimer certains produits de ce type ? Ça n'oblige à rien et restons très humbles. Nous sommes un outil dans la panoplie du marketing et des outils vers les consommateurs, etc. Donc je ne pense pas qu'on fait plier qui que ce soit. Ceci étant dit, je pense que ça donne aux industriels des retours consommateurs dont ils tiennent compte, bien évidemment. Alors, oui, il y a des tendances. Bon, il y a beaucoup de bashing aussi. Expliquez ce que c'est quel mot bashing, parce que les auditeurs ne comprennent pas tous. On tape souvent sur la mauvaise bouffe, etc., etc. En fait, je pense qu'il y a aujourd'hui, malheureusement, les médias sociaux qui sont formidables pour un certain point, notamment, vous nous filmez aujourd'hui avec Facebook, mais il y a des choses formidables, mais il y a aussi des excès. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de la malbouffe, etc., mais c'est très excessif et il n'y a pas beaucoup de nuances qui est faite. Et taper sur les industriels, c'est un peu facile, si vous voulez. Oui, mais on a bien vu Carrefour qui, là, lance toute une campagne de publicité en disant on retire des rayons un certain nombre de produits qui sont nocifs. Il y a des mauvais produits, il y a des produits qui n'apparaissaient pas comme mauvais. Si vous prenez le glyphosate est, entre parenthèses, adoré par les consommateurs. Il y a des gens qui vont stocker le glyphosate parce que c'est le seul truc qui enlève les mauvaises herbes. Donc, absolument. Une fois, comme disait monsieur, à un moment donné, quand vous voulez moins de CO2 ou
moins de pollution ou moins de produits chimiques. Il faut aussi une volonté réelle Oui. d'accepter un jardin avec des mauvaises herbes aussi, ça fait partie de la nature. Donc c'est tout un comportement, et c'est là que nous, on va chez le consommateur pour voir ce qui bouge, quelles sont les vraies lignes qui bougent, parce qu'on a beau voir toutes sortes de nouvelles sur la malbouffe, il faut quand même bien se dire, on consomme plus de mauvaise bouffe que de bonne bouffe. Hein. C'est malheureux. Ah oui, malheureusement, on continue. Donc, malheureusement, ben oui, vous savez. Donc le comportement est plus long à changer. Des choses comme ça, c'est quand même la majorité du marché. Puis bon, il y a l'aspect coût aussi. Bien sûr. Voilà, des grands débats sur les pâtes à tartiner, par exemple. Mais regardez la différence de prix entre une pâte à tartiner industrielle, souvent décriée, et puis des pâtes à tartiner artisanales. Tout le monde ne peut pas s'offrir un bout de pâte à tartiner à 15 Bien sûr. euros. Voilà. Donc c'est un grand débat. En fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est on est très humble par rapport à ça. Mais on donne aux industriels un outil pour faire valoir l'innovation qui va dans le sens du consommateur. Et ce sens du consommateur, au bout du compte, il a toujours raison. Peut-être qu'il y a un décalage entre ce qui se dit dans les médias sociaux et la réalité du marché, mais il y a une tendance qui est quand même réelle. D'ailleurs, au produit de l'année, on innove chaque année. On va, nous, l'année prochaine, venir avec des nouveautés sur la communication du produit de l'année pour avoir une plus grande transparence avec le consommateur de comment c'est voté, etc. Il y a beaucoup de prix comme ça. Nous, on est un des le plus connus en France. On veut vraiment que le consommateur, s'il le désire, parce que tous ne vont pas faire cette démarche, sache exactement comment c'est fait. Parce qu'aujourd'hui, en 2018, 2019, pour les prochains lauréats, on ne peut plus cacher la vérité aux gens. Si on la cache, elle ressort quelque part. Bien sûr. Et donc, il faut que ce soit très transparent. Nous voulons moins de concours et de meilleurs concours. Et d'ailleurs, pour faire un parallèle, on parle de la bonne bouffe. Le bio n'est pas toujours extraordinaire comme Non, label. c'est vrai. C'est des labels qui sont parfois opérés par des privés qui gagnent de l'argent comme nous et qui ont intérêt à garder leur contrôler, si je puis dire. Puis bon, des produits bio emballés dans des emballages plastiques, etc. Tout ça, c'est très complexe, un peu comme l'énergie et le CO2. Les débats sont compliqués parce que. Et puis on ne peut pas tout casser tout de suite. Il faut permettre aux filières de se retransformer. On ne peut pas dire. Oui, c'est voilà. ça. Il faut donner aux industries. Vous savez, une grosse société comme Procter & Gamble, comme Mondelez, etc., n'ont pas aussi facile à changer leurs industrialisations, etc., qu'une petite start-up qui se vante demain d'aller chercher du savon de Madagascar, blablabla, etc. C'est sûr, donc il faut de tout. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit, hein, d'ailleurs, les gros industriels parfois rachètent ces petits pour les intégrer dans une démarche plus responsable, etc. Je crois qu'on doit être clair là-dessus. On est dans un monde industriel, il y a plein d'enjeux. Il faut que les choses s'adaptent petit à petit, ça ne va pas se passer du jour au lendemain. Et on est tous acteurs de ce changement. Alors, expliquez-nous un petit peu combien à peu près de consommateurs testent, ou donnent leur avis sur les produits que vous leur proposez. Par concours, on a à peu près 20 000 personnes qui interviennent dans le processus. Et on a des minima, c'est-à-dire qu'on ne va pas en dessous de 500 utilisateurs réels de produits. C'est important parce que si vous prenez par exemple un produit de colle pour dentier, il faut les trouver, ces 500. Il faut les trouver, les 500 personnes, Alors, oui. Il y en a, bien sûr, mais il faut qu'ils aient envie de s'exprimer aussi. Donc il y a des produits sur lesquels on a du mal. Regardez les fuites masculines, hein, parce que vous connaissez les produits Always, vous l'avez bien dit sûr. tout à l'heure. Fuite féminine, tout le monde le sait. Mais parler de fuite masculine, c'est pas quelque chose que les gens aiment faire. Eh bien en tout cas, non. les hommes. Mais par contre, c'est des produits qui deviennent de plus en plus vendus. Mais ça fait partie un peu des tabous. Donc vous interrogez quelqu'un en lui demandant de parler de ses fuites, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Il faut les trouver. Donc nous nous attachons à trouver ces gens et avoir à minima 120 testeurs réels du produit. C'est une nouveauté d'ailleurs qu'on a introduite il y a 2 ans en France parce qu'on ne peut pas, encore une fois, je vous disais, en 2018, faire élu produit de l'année sans avoir des produits qui ont été réellement testés. Donc tout ça, on a mis en place, ça a un certain prix. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que notre concours est payant pour les industriels, c'est un outil marketing. On ne s'en cache pas et j'aime bien le dire, parce qu'on dit souvent, oui, c'est du business. Bien sûr que c'est du business, mais c'est du business normal, si je puis dire. On offre un outil aux industriels, on offre un repère aux consommateurs, et nous, on veut en tout cas, au milieu de tout ça, être juste. Hein. Bien sûr. On peut critiquer, mais on pense que, on voit très bien les consommateurs aiment ça. Ils savent que c'est du marketing. Je pense que personne n'est dupe. Mais ils aiment ça parce que ça leur donne un guide. Voilà. Donc, c'est intéressant et ça reste populaire. Même si les médias se fragmentent, même si la distribution vit des problèmes lourds en ce moment,
même si les consommateurs sont très regardants. Au contraire, il faut que ce genre de véhicule soit une aide pour le consommateur. Alors maintenant, revenons à la sélection des produits. Est-ce que c'est vous, par exemple, le Cial vient de fermer ses portes, je parle des produits alimentaires, est-ce que c'est vous qui allez à la pêche aux nouveautés, ou bien est-ce que c'est les industriels qui vous demandent et qui vous apportent, ou est-ce que c'est les deux? Comment ça se passe, la sélection des produits? En France, on va en partie à la pêche et en partie ils viennent chez nous parce qu'ils nous connaissent. On a démarré en Chine cette année, c'est fabuleux d'ailleurs, c'est une expérience extraordinaire. On a créé une filiale en Chine et on démarre cette année. C'est très différent parce qu'ils ne nous connaissent pas. Encore que les Chinois il y a de la censure, mais ils voient des logos sur des sites étrangers, etc. Quand ils sont permis, il y en a beaucoup. Australie, etc. Donc c'est différent. En France, on a quand même une grosse partie de gens qui nous appellent parce qu'ils veulent participer au concours. Le Cial, oui, on est au Cial, on parcourt le Cial. On a vu que le Cial est très international. C'est pas forcément que des produits français, ou c'est des produits français pour l'international. Et deuxièmement, beaucoup de produits qui étaient au Cial cette année, parce que tous les 2 ans, mais qui étaient au Cial cette année, seront chez nous probablement dans 1 an ou 2, parce qu'ils ne sont pas encore introduits ou ils ne sont pas encore distribués. Il faut qu'ils soient distribués chez nous. Chez nous, le logo n'est efficace que quand vous êtes dans les magasins, évidemment. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc, c'est pas un prix pure innovation, c'est pas de la techno, c'est pas etc. C'est vraiment un guide du consommateur sur des produits nouveaux et innovants. En France, on a tendance à faire la différence entre le mot nouveau et innovant. C'est pas le cas dans tous les pays. Les industriels disent pour être innovant, il faut briser, si vous voulez, des choses établies. Non, le consommateur ne voit pas l'innovation telle qu'un industriel. Ça aussi, c'est très important. La vie des consommateurs et des industriels, ça les met parfois au carré, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont très loin des desiderata des consommateurs. Aujourd'hui, malheureusement, les gens, chez les industriels, font ce que j'appelle de l'Excel sheet innovation, c'est-à-dire qu'ils font des modèles, ils ne vont plus voir les consommateurs dans les magasins, ils ne sont plus confrontés aux gens. Et nous, en fait, notre concours, il fait ça, il reconfronte l'industriel à la réalité du consommateur. Voilà. Absolument. Alors, dites-nous un petit peu quelques secrets, si c'est possible, en avant-première 2019. Qui vous a demandé d'étudier, de tester leurs produits? Écoutez, je vais vous décevoir parce que au produit de l'année, on ne parle jamais des perdants. On parle que des gagnants, on est positif. Donc aujourd'hui, on est en phase d'analyse. Il y a vous avez combien de produits à analyser en ce moment? Écoutez, on aura une 60aine de catégories, ce qui est pas mal. L'année passée, on en avait de mémoire. 56, je pense, 54. Je mélange un peu avec les nombreux pays. Donc, si vous voulez, quand on aura les résultats, vous aurez les lauréats, vous aurez ces 55-60 lauréats, mais on ne vous parlera pas des perdants. Voilà, on n'est pas là pour ça. Et donc je ne peux pas vous dire grand-chose, si ce n'est que vous aurez des produits réellement innovants. Donc il y a des produits qu'on n'a jamais vus encore sur le marché qui... Il y a des choses assez à peine. Mais l'innovation produit grande consommation, c'est pas du wow, c'est pas le dernier smartphone pliable, etc. Encore une fois, ça doit être commercialisé et commercialisable. Mais il y a des choses vraiment très très intéressantes. Très étonnantes. Il y a depuis 2 ans d'ailleurs un truc bizarre en France, c'est les matelas et les oreillers. Là, je ne sais pas si les gens ont envie de dormir, mais il y a des nouveaux venus en termes de matelas, ergonomiques, etc. Ah oui, donc il y a une nouvelle catégorie, vous voulez dire, qui arrive, qui n'était pas avant, c'est les matelas et les oreillers. Ce qui est surtout frappant en France, un peu moins, mais dans le monde, c'est des catégories en fait de produits qui sont en fait des services produits, si vous voulez, des applications, des services de distribution, etc. En fait, depuis 5 ans, la grande conso, donc les dentifrices, n'innove plus beaucoup. En fait, ils sont un peu en train de tourner autour de leur truc. Et ce qui innove, c'est plutôt la cosmétique ou des produits de châssis, d'assurance, d'application. On voit ça apparaître dans le concours et les gens utilisent notre logo pour faire valoir ces nouveautés. Voilà, donc ça n'est plus réservé. On pourrait tout à fait, avec Selectra, proposer de faire jauger son système. J'imagine qu'il y a de la concurrence, on n'en a pas parlé, mais faire jauger son système par rapport à d'autres et voir ce que le consommateur apprécie, la facilité d'usage, etc. Donc, voilà, donc on sort finalement du produit bassement qu'on trouvait sur les étagères des grandes surfaces, c'est ça que vous voulez nous dire? Ça n'est plus. Oui, c'est toujours un peu. Non, mais je veux dire, ça n'est plus le produit qu'on met forcément dans l'assiette. Si, maintenant, ça s'élargit. Il y a l'assiette et il y a le shampoing, etc. Il y en a encore. Et en effet, il y a une tendance écologique forte. Et c'est marrant d'ailleurs parce que le monde du bio, il se dit, produit de l'année, finalement, c'est pas mon monde.
En fait, ils n'ont pas encore tout à fait Ah compris oui. que c'était le même monde, qu'il n'y a qu'un consommateur. Et ça, c'est très frappant, en fait, parce qu'on a tendance à dire, si on rentre là-dedans, on va perdre notre âme. Alors qu'en fait, Ah oui. comme disait monsieur tout à l'heure, en fait, tout le monde doit avoir cette âme-là. En fait, non, mais peut-être qu'ils estiment que le logo bio leur suffit et que voilà. Mais la distinction entre le bio et le pas bio, c'est aussi un truc, voilà, c'est le clivage. Hein, Pour ça, il y a beaucoup de médias en parlent en ce moment, justement. Voilà. Alors, parlez-nous juste quelques minutes de votre expansion à l'international. Donc, les prochaines ouvertures. Alors, c'est la Chine, vous l'avez dit. La Chine est ouverte. C'est en cours. En fait, cette année, on ouvre, c'est un peu rigolo, mais la Moldavie et la Macédoine, en extension de certains territoires. Donc, à chaque fois, vous ouvrez des bureaux dans les pays en question. Soit des bureaux, soit un bureau qui s'étend. Vous savez, dans ces régions-là, enfin, celles que je viens de nommer, c'est des petits territoires qui ont été splittés, qui se recomposent, mais ne veulent pas les mêmes signes extérieurs parce qu'on garde une espèce d'indépendance. Mais donc on a ouvert cette année, on démarre en Chine, en Colombie, au Panama, notamment. L'année passée, c'était le Chili, c'est un Français qui a ouvert au Chili, c'est excessivement un gros succès là-bas, pour la deuxième année ici. Oui, on est dans 47 pays, donc je ne peux pas tous vous les citer. On a aujourd'hui une expansion assez forte. On est parti, quand j'ai repris la société il y a presque 3 ans, on était à 28 pays. Et si vous voulez, aujourd'hui ça se passe assez bien. Le seul gros problème, c'est dans les pays du Golfe et les pays arabes où c'est compliqué. Pour 2 raisons. C'est que c'est un peu la crise là-bas, enfin, multiples crises, si je puis dire. Et deuxième, mais bon, il n'y a pas beaucoup qu'on le dise, notamment dans le Golfe, mais c'est la réalité. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup moins d'innovation. On est dans des marchés beaucoup plus... je veux dire, en termes alimentaires, on reste dans des traditions. C'est plus artisanal peut-être aussi. Voilà, il y a moins d'importation de produits, etc. Et c'est surtout, il y a quand même un grand classicisme dans la cuisine, dans la culture. Et ça, mon métier aujourd'hui, je l'adore parce que je voyage dans tous ces pays. Et je vois vraiment que le monde est un, parce que entre la Chine et Paris, finalement, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas de grosse différence, vous voulez dire? C'est quand même. Bon, je merci. dis ça. Il y a des différences, mais vous savez, je vais vous terminer par une petite anecdote, c'est que je rentrais, je voyais mon avocat à Paris et qui me parlait des Chinois comme des clichés. Et je dis, vous avez raison, quand on voit ici les bérets et les baguettes dans la rue, il me dit, mais il n'y a pas de bérets. Et je dis, non, mais c'est pareil en Chine. Vous allez à Shanghai aujourd'hui, c'est pas du tout la Chine. Ben oui. Donc on s'imagine, donc il y a beaucoup de... Vous savez, les meilleurs restos et qui sont très bons et pas très chers à Shanghai, à l'Étoile et autres, c'est des Français. Et donc il y a beaucoup de choses très, très similaires et des grandes différences. Mais en tout cas, le consommateur reste le roi. Et il y a quand même une grande tendance mondiale. Hein. Le monde est un petit village et en même temps des différences culturelles énormes. Donc c'est ça qui est enrichissant, effectivement. C'est très enrichissant. Merci beaucoup Philippe Gelder d'être venu avec nous ce matin, parce que je sais que vous venez d'un petit peu loin ce matin, c'est gentil d'être avec nous. Alors, tout de suite, excusez-moi, c'est notre start-up du jour. Alors Stéphane Savarez, vous venez de créer donc Techno Carbone Technologie France. Vous êtes en pleine levée de fonds pour financer votre première usine, mais qu'est-ce que vous allez faire ? Merci de me donner l'occasion de l'expliquer. Donc en fait, effectivement, alors, ce titre un peu long, Techno-Carbone Technologie France, c'est tout le programme. Donc c'est des technologies pour la capture de carbone et l'utilisation et le stockage durable en France. Donc on veut créer une industrie, on veut créer des usines. Et la première étape, ça va être de créer le premier Fab Lab zéro carbone pour fabriquer des matériaux avancés, plus durables, qui émettent beaucoup moins de CO2 que les matériaux actuels. Et le produit qu'on présentera peut-être au concours élu produit de l'année 2020 ou 2021, ça sera BioCFS, c'est-à-dire c'est une version du CFS qui est fabriquée à partir de biomasse et qui va devenir un nouveau puits de carbone. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on construira, au lieu d'émettre du CO2 en fabriquant de l'acier, du béton, de l'aluminium, on capturera du CO2 pour fabriquer du BioCFS. Alors, avant de détailler le CFS, je reviens à CFS. Donc, CFS, c'est un matériau. Dites-nous ce que c'est, voilà, parce que là, on n'a pas très bien compris l'utilisation en tant qu'utilisatrice, admettons. Qu'est-ce que je peux faire avec du bio-CFS ? Voilà. Alors, avec CFS aujourd'hui, qui est le produit actuel, donc qui n'est pas négatif en carbone, mais qui a très basses émissions, ça veut dire carbon fiber stone, c'est-à-dire c'est la fibre de carbone et de la pierre couplées entre elles. Et la manière dont nous l'assemblons peut lui donner 2 propriétés. Il peut être très mince et très souple, donc un petit peu comme de l'acier ou de l'aluminium. Et il peut être aussi épais et très solide, comme du béton armé. Et lorsqu'on fait ça, on supprime le besoin de ciment, qui est un très fort émetteur de CO2,
et d'acier. En fait, si vous regardez les émissions de CO2 de tous les matériaux, c'est à peu près 20% des émissions dans le monde. Et sur ces 20%, 17 sont dus seulement à ces trois matériaux-là, le béton, l'acier et l'aluminium. C'est grosso modo, si on arrive à remplacer presque tout le béton, l'acier et l'aluminium, on réduit les émissions de CO2 au niveau mondial de 17%. Alors, c'est un et petit il fallait peu... inventer un matériau qui en soit capable, et nous l'avons fait. Alors, ce matériau, on va pouvoir en faire quoi? Parce que vous avez décrit la technologie. Donc ça, c'est les matériaux. Quels sont les produits? Voilà. Les produits sont très variés. On vise évidemment le marché du bâtiment parce que c'est celui en volume, c'est celui qui permet de changer la donne au niveau mondial. C'est le plus gros volume de matériaux, c'est l'industrie du bâtiment qui pollue le plus aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on fabrique les matériaux, on utilise des procédés très polluants, que ce soit les isolants, que ce soit la structure, etc. Et donc il faut aller vers des matériaux plus verts. Donc c'est déjà fait, ce sont principalement des matériaux à base de bois ou d'herbe, de biomasse, mais ces matériaux ont un problème, ils ont une faiblesse structurelle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas suffisamment costauds pour remplacer l'acier, le béton. Et pour durer dans le temps. Voilà. Alors pour durer dans le temps, le bois c'est pas mal. Mais c'est vrai que sur les matériaux nouveaux, on ne sait pas trop si leur durée de vie, ça va être 20 ans, 50 ans, 80 ans. Là, on est allé vraiment au maximum, c'est-à-dire on fait quelque chose qui dure des siècles. C'est-à-dire qu'on a rendu la pierre virtuellement indestructible, c'est-à-dire qu'elle ne se fond plus. Si vous allez aujourd'hui dans Paris, vous avez des façades avec des filets qui sont là pour empêcher les bouts de pierre de vous tomber dessus. Bon, avec CFS, c'est impossible. C'est-à-dire qu'en fait, la fibre de carbone rend la pierre quasiment indestructible dans les conditions normales d'utilisation. C'est-à-dire que, vous avez vu l'histoire du pont à Gênes, problème de qualité de l'acier, l'acier s'est corrodé trop vite, rupture nette du pilier, voilà. Des dizaines de victimes. Ou moins dramatique, le viaduc à Gennevilliers de la 15, une fuite d'eau qui cause une ruine prématurée du béton. Voilà. Bon, avec CFS, c'est pas possible. CFS résiste à l'eau salée, résiste à l'acide, résiste à toute forme de corrosion, parce que c'est de la pierre et du carbone. Donc c'est ce nouveau matériau dont vous nous parlez et que vous voulez produire finalement à grande échelle. Tout à fait. Si vous montez une usine. On a fait des produits, alors on sait faire des tables, on sait faire du mobilier, on sait faire des murs, on sait faire du carrelage, on sait faire des appareils industriels. C'est déjà utilisé dans l'industrie. Chose ironique, notre plus gros client, c'est un aciériste. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, notre pièce est meilleure que les pièces en acier. Donc, finalement, il a décidé de remplacer 10 pièces bien spécifiques dans sa ligne de production d'acier qui auparavant étaient en acier spécial. Il les a remplacées par des pièces en CFS. Ça prouve la qualité du produit. Il est capable de tenir à haute température également. Et il peut avoir des applications dans les transports pour avoir des trains ou des véhicules plus légers. Et surtout des véhicules qui, dès le départ, n'ont pas une dette CO2 à rembourser. Quand vous prenez par exemple un véhicule, l'acier ou le plastique qu'il contient ont provoqué des émissions de CO2 lors de leur fabrication. C'est ce qu'on appelle l'analyse en cycle de vie. Vous avez les émissions en fonctionnement, donc pour un bâtiment ça va être le chauffage, etc. Mais vous avez les émissions à la construction. Aujourd'hui, si vous prenez un bâtiment qui est aux nouvelles normes thermiques, par exemple la RT 2018, la plus grosse partie des émissions de ce bâtiment va pas être pendant ses 20 premières années de fonctionnement, ça va être pendant la construction. Et c'est essentiellement les fondations et les murs porteurs. Donc avec ce matériau que vous parlez, on pourrait tout à fait construire une maison complète, ou est-ce qu'il faut l'utiliser, par exemple, je prends l'exemple de la maison, parce que ça parle à tout le monde, ou est-ce qu'il faut l'utiliser en soutien, par exemple, juste pour isoler? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors effectivement, on peut faire toute la structure en CFS. On pourrait incorporer des isolants à base de bois ou de fibres pour améliorer le bilan thermique du bâtiment. Voilà. Parce que notre produit n'est pas un super isolant. Mais en combinant un mur porteur en CFS avec un isolant à l'intérieur à base de biomasse, on aurait un mur plus solide qu'un mur en béton armé, qui durait beaucoup plus longtemps, avec une finition pierre. On retrouverait des maisons en pierre qu'on n'a plus aujourd'hui. Avant-hier, j'ai discuté avec un habitant de Paris qui me disait « Mais aujourd'hui, on construit des immeubles en plastique. » C'est-à-dire qu'il y a du plastique à l'extérieur. Si vous regardez moi, j'habite à la Goutte d'Or. C'est un bâtiment, c'est un quartier traditionnel de Paris. On se retrouve avec des murs en plastique. Donc un ou deux, ça fait sympa. Mais quand vous en avez 10 en enfilade, c'est insupportable. C'est moche. C'est-à-dire que c'est la durée dans le temps qui va être moche. C'est pas tellement actuellement. Alors, en plus, on ne sait pas trop comment ça va vieillir, ces matières plastiques, effectivement. Donc si c'est des matières haute qualité, évidemment, ça va durer 20, 30, 40 ans. Si c'est de mauvaise qualité, vous allez faire un ravalement de façade tous les 10, 15, 20 ans.
Les gens se plaignent dans Paris, je ne sais pas si c'est le cas ailleurs, de la fréquence des travaux. Il y a trop de travaux. Évidemment, vous avez un ravalement de façade par immeuble tous les 10 ou 20 ans. Aujourd'hui, si vous faites une façade en CFS, pendant 50 ans, vous n'allez pas vouloir y toucher, et peut-être même que ça durera plus. On ne pourra pas prévoir si c'est 50 ans ou 80 ans ou 100 ans, mais c'est de cet ordre-là. Alors CFS, ça veut dire quoi, le CFS? Donc ça veut dire Carbon Fiber Stone. Donc c'est un mélange de fibres de carbone et de pierre. Voilà. Et alors le secret, c'est que la pierre, on n'utilise pas du tout de la poudre de pierre. C'est de la pierre qui a été coupée. Et donc on utilise les propriétés mécaniques de la pierre qui a été forgée il y a des millions d'années par la nature, à très grande profondeur, très haute température, très haute pression, des choses qu'on ne saurait pas reproduire en usine. Et donc on a un matériau forgé qui est imbattable. C'est pour ça que c'est meilleur que l'acier, c'est pour ça que c'est 3 fois plus légère que la poutre équivalente en acier. Donc c'est beaucoup plus facile à manipuler, moins de risques pour les travailleurs, moins de temps de pause, pas de temps de séchage par rapport au béton armé. On n'utilise pas d'eau, pas de sable. Au niveau mondial et dans certaines régions, se procurer de l'eau du sable est un problème écologique. Alors Stéphane Savarès, qu'est-ce qu'il vous faut maintenant pour pouvoir, de quoi avez-vous besoin pour monter donc cette usine? Qu'est-ce que vous recherchez en ce moment? Alors aujourd'hui, la seule chose qui nous manque, ça va être des capitaux. On est en levée de fonds sur la plateforme de financement participatif qui s'appelle WeSeed. On est en période d'audit. Donc dès que l'audit sera terminé, on sera au moment de la collecte. Donc il vous reste quelques jours pour voter. Vous pourrez aussi vous déclarer plus tard pour la collecte. Alors on va rappeler le nom de la plateforme. L'idée, c'est vraiment de mettre ce matériau à disposition de tous et de faire participer tout le monde. Aujourd'hui, on a déjà 300 personnes qui sont intéressées par l'investissement. Mais si on peut en avoir 3000, c'est encore mieux. Alors WeSeed, c'est un projet collaboratif, participatif, où nous allons définir les produits, nous allons définir ce que les consommateurs veulent et pouvoir changer la manière dont on produit aujourd'hui le matériau pour capturer du CO2 au lieu d'en émettre lorsqu'on construit. Alors, si on veut donc participer, il faut aller sur quelle plateforme pour pouvoir vous soutenir? Donc c'est WeSeed, WIS2ED, donc WeSeed.fr, et ensuite vous sélectionnez dans les projets en vote Technocarbone Technologie France, TCTF, on a projet, et le produit s'appelle CFS. Alors, vous faites aider par des business angels aussi ou par des investisseurs autres? Alors oui, ben on parle aussi des investisseurs parce que le crowdfunding, on va arriver à environ 600 000 €. Et pour bien démarrer, il nous faut 1,8 million d'euros. Donc vous cherchez 1 million d'euros. Voilà, avis aux investisseurs pour créer une usine qui sera où? On cherche l'endroit, l'étude d'implantation est en cours. Ben voilà, écoutez, après l'émission, vous allez vous rapprocher de Benjamin Scroon, qui est le patron finalement du développement économique en région Île-de-France. Voilà, on en parlera après l'émission. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Le matériau est très intéressant, effectivement. On attend beaucoup de ce matériau-là. Justement, Benjamin Scroon, pour conclure, je vous propose 1 minute. Je vais faire moins peut-être. Je vais déjà vous donner rendez-vous demain à 18h. À Anguin pour donc les assises de la deuxième chance qui va nous permettre de réfléchir sur comment accompagner notre jeunesse dans la réussite. Et puis les 10 ans de l'école où un spectacle fait par les jeunes sera fait. Donc venez réfléchir et un peu faire la fête avec nous pour nos 10 ans. Vous serez accueillis avec bonheur chez nous. Voilà, merci beaucoup Benjamin Scroon. Merci à tous de toute façon pour votre présence aujourd'hui en nos studios. Moi je vous retrouve bien sûr dès demain matin. On va se quitter en musique et puis je vous souhaite une excellente journée. Un petit peu pluvieux c'est vrai aujourd'hui, mais c'est ça l'automne. À demain, bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci.